Bonjour et bienvenue sur Ensemble. Je m'appelle Émilie, j'ai 30 ans et je me marie cette année. Et comme beaucoup d'entre vous, je me demande quels sont les secrets des couples qui durent. On parle souvent des débuts des relations, mais moi je vais écouter la suite. Les doutes, les crises, les remises en question, mais aussi les joies, les apprentissages, les évolutions. Alors j'ai créé Ensemble, le podcast pour apprendre d'amoureux qui s'aiment depuis longtemps. Ici, pas de couple goal, pas de recettes magiques, mais des histoires vraies, inspirantes et déculpabilisantes. Rendez-vous tous les lundis pour découvrir un nouveau témoignage. Aujourd'hui, j'accueille Sandrine et Géraud qui fêtent cette année leurs 30 ans de vie à deux. Ils habitent depuis quelques années au Canada et ont 4 enfants. Dans cet épisode, ils nous racontent comment ils ont traversé des moments de crise où il a fallu réinventer le fonctionnement du couple et de l'organisation familiale, se remettre en question et évoluer personnellement. On parle du burn-out, des schémas familiaux qu'on reproduit sans s'en rendre compte et de la difficulté de conjuguer vie professionnelle, vie de parents et vie de couple. Mais aussi de leur lien profond, complice et tendre qui leur a permis de dépasser ces moments difficiles. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Sandrine et Géraud. Bonjour. Bonjour Émilie. Merci d'intervenir sur le podcast. Ce que je vous propose pour commencer, du coup, c'est de vous présenter l'un et l'autre. Sandrine, tu peux présenter Géraud. Géraud, tu peux présenter Sandrine. Et vous pouvez dire ce que vous aimez chez l'autre, ce qui vous a séduit, et aussi ce qui vous a ou ce qui vous agace un peu plus au quotidien. Ok. Géraud, il a 46 ans. Il est ingénieur. Actuellement en train de développer sa propre boîte. Je suis très fière de lui pour ça. Je sais à quel point ça lui demande des challenges. Quoi dire d'autre? Qu'est-ce qui m'a séduit? Je pense que ce qui m'a vraiment séduit, c'est son grand cœur. Et quand on s'est rencontrés, c'était vraiment... on était super jeunes. Il avait 16 et j'avais 15. Et il avait déjà... on arrivait à avoir des discussions qui étaient profondes et pas juste en surface comme on peut avoir parfois à cet âge-là, sur des sujets très humains. Et je pense que ça m'a vraiment séduit. Et puis aussi sa taille. À l'époque, il est grand. Et je pense que j'avais besoin de protection. Et je pense que finalement, sa stature a pu me séduire. Et qu'est-ce qui t'agace un peu plus? C'est assez facile. Géraud a un gros problème avec l'horaire. Un très gros problème avec l'horaire. Géraud, il part à l'heure où il doit être au rendez-vous, même s'il lui faut une demi-heure de trajet. Donc ça, c'est vraiment... Oui, il est toujours très large. Mais le problème, c'est que quand on est une famille, parce que du coup maintenant on a 4 enfants, ça peut être très angoissant et énervant pour tous ceux qui sont autour de lui. Ce qui est très drôle, c'est qu'on a une fille qui est absolument comme lui, qui est toujours très large. C'est les deux mêmes. Donc soit on attend Géraud, soit on attend Justine. C'est toujours. Je me suis débrouillé pour qu'on attende Justine quand même. Enfin, moi, je suis tranquille. C'est la bonne solution. Et toi, Géraud, tu peux présenter Sandrine? Écoute, Sandrine, 45 ans, heureuse maman de 4 enfants, mon amour de jeunesse, ancienne sage-femme, prof de yoga, entrepreneur, qui m'a fait beaucoup bouger mes lignes de croyances et du champ des possibles aussi. Je dirais presque dès le premier jour, ça a toujours été... il y avait quelque chose qui était un peu... une fragilité qui ne prenait pas conscience du potentiel, peut-être, et qui m'a toujours donné envie d'aller voir qu'est-ce qui était caché derrière. Et en fait, c'est comme si je taillais un diamant de manière continue et tous les jours, une nouvelle facette apparaît et toujours plus brillant. Ça fait 30 ans que ça dure. Vous êtes rencontrés il y a 30 ans. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous raconter votre rencontre? Ouais, alors en réalité, on était dans le même lycée, mais on n'était pas dans la même classe, on était en seconde. Et il y a eu une proposition de voyage scolaire qui rapprochait les élèves qui pratiquaient soit l'allemand, soit l'espagnol, etc.
Comme on faisait de l'allemand tous les deux, on est allé en Autriche. Et c'est comme ça que finalement, on a commencé à plus se découvrir parce qu'avant, on n'était pas dans la même classe, puis on n'avait pas de lien. Hein. Et alors, c'est devenu tout de suite sérieux, même si vous étiez jeune? Ouais, c'est devenu très vite sérieux, je crois. Ouais. Vraiment. Et en fait, on s'est livré, je crois, assez vite. Et ce qui fait que ça nous a extrêmement liés, je pense, dès le départ. Et alors, est-ce que c'était clair pour vous dès le début que c'était une relation qui allait durer longtemps? Ou alors c'était plus un amour de jeunesse et puis on allait voir au fil des études comment ça se passait? La connexion qui s'est créée avec Sandrine a tout de suite été forte et elle n'était pas, je dirais peut-être pas commune pour moi. Et donc du coup, non, il n'y a pas eu de... Je me suis pas posé ces questions en tout cas. Après, je sais que j'ai pas mal, comment toute cette phase de sortie d'adolescence où généralement on est quand même un peu con, surtout les garçons. J'étais à me dire que je voulais pas la perdre. Donc il y avait quelque chose de peut-être de fort ou particulier qui s'était créé à ce moment-là et ce qui m'a toujours animé longtemps. Et puis après peut-être qu'aussi on a à côté de ses parents qui ont essayé de nous défaire. Et plus ils essayaient de nous défaire et plus ça nous a rapprochés en fait. Et alors, quels étaient vos jeunes fiancés ou jeunes mariés, vos rêves de couple? Comment vous projetiez votre vie à deux? En tout cas, pour ma part, je la projetais avec des enfants, ça c'était sûr. C'est quelque chose mais toi aussi, hein, là-dessus, on n'a jamais remis ça en cause. C'est plus le nombre où on n'était pas d'accord, mais on a fini par trouver un terrain d'entente. Sandrine est la dernière de 3, je suis l'aîné de 5. Donc voilà, moi j'en voulais pas 5, Sandrine ne voulait pas 3, donc ça tombe bien, il y avait 4 entre les deux, donc on s'est mis d'accord. C'est ça. Il n'y a pas eu de demi ou d'un tiers à trouver. Bref. Et c'est vrai que voilà, on venait de familles nombreuses, donc on se projetait plutôt dans une histoire de famille nombreuse. On aimait bien avoir du monde qui gravite quand même autour de nous. Ouais. Ouais. Et ouais, c'était comme ça qu'on se projetait. Après, je dirais qu'à l'époque, on était hyper formatés. On répondait sacrément bien aux attentes de la société. Hein. Voilà. Ouais. Une société vue par nos parents. Oui, société vue par nos parents, notre éducation, ouais, complètement. Oui, on a tous les deux été éduqués dans une foi religieuse, sans la remettre en cause, puisque de toute façon c'était ce qu'on nous avait enseigné et éduqué. Donc voilà, c'était comme ça qu'on se voyait, c'est-à-dire que on a fait des bonnes études quelque part, voilà, il est ingénieur, j'étais sage-femme. Ouais, on cochait beaucoup de cases, quoi. Sans se demander si c'était vraiment notre parcours. Et à l'époque, pour le coup, ça nous allait bien parce que nous-mêmes, on se questionnait pas, quoi. Parce que du coup, vous vous mariez, vous avez 4 enfants en peu de temps, il me semble. 5 ans, c'est ça? C'est ça. Ouais, on les a rapprochés, mais ils mettent beaucoup de temps à venir. On a un problème de fertilité au départ. Il a fallu traverser. Qui a été très dur. Ça a été un moment hyper douloureux à traverser, ouais. Qui plus est, moi je suis sage-femme, donc je veux dire, je mettais des bébés au monde tous les jours, et sauf que moi, j'y arrivais pas. Donc c'était et ça pour le coup c'est pareil dans un couple quand on a des problèmes de stérilité, on n'est pas en phase. Moi il y a des moments où c'était hyper dur, les 3 quarts du temps je dirais même. Et toi t'en étais pas toujours au même stade? C'est-à-dire que ça impactait pas mon corps aussi. J'avais pas de culpabilité sur parce qu'on savait d'où venait le problème et donc du coup moi je pouvais le prendre avec plus de distance que toi. Hein. J'étais que support. Toi tu le vivais dans ta chair, ce que je pouvais pas moi ressentir. Ouais, et puis on avait autour de nous une belle-sœur qui était enceinte de 1, puis 2, puis tu vois ça commence à crisper un peu, même si t'es content pour tout le monde autour de toi qui a des enfants, tu te dis, et nous, c'est quand, quoi. Puis alors, le pire, c'était, et vous, c'est quand? Alors là, c'était la crucifixion ultime, quoi. Surtout qu'entre guillemets, on était déjà un vieux couple. Quand on ne peut plus avoir des enfants, ça faisait déjà 8 ans qu'on était ensemble. Donc, 2006, ça faisait 11 ans qu'on était ensemble. Oui, Gauthier est arrivé en 2006, mais on a essayé d'avoir des enfants, ça faisait 8 ans qu'on était ensemble. Pour ta famille, côté ta famille, dès qu'on était mariés, en gros, il fallait que ça s'enchaîne, quoi. Tu vois, c'était un peu ça. Et donc, à partir de 2004, 2003, c'est notre première nièce qui naît,
Puis dans la foulée du mariage de ton frère, on se dit que nous on va pas tarder quoi, tu vois. Et donc en fait c'est pas forcément des non-dits, mais enfin des façons de l'exprimer, mais il y a un regard. Et vous, c'est quand quoi? Et donc cette période a duré 3 ans? Ouais, Avant, 3 ans. Alors pas traitement tout de suite, puisqu'évidemment on laisse faire la dame nature au départ. Mais je dirais qu'au bout d'1 an et demi, que moi j'avais des problèmes de règles, j'avais pas du tout des cycles réguliers, ça pouvait être 6 mois sans, donc c'était très particulier quoi. Non, puis même toi, professionnel de santé, t'étais dedans, t'avais accès à des gynécos et autres, et t'aurais pas eu cet accès-là, je pense qu'on serait encore en train d'attendre. Tu vois, dans le principe, parce que ça commençait par Mais ça aurait été les plus premiers long, oui. rendez-vous près des spécialistes, et ça fait combien de temps que ça dure? Genre, si ça fait pas 10 ans, c'est pas urgent. Donc, on se sentait pas en écoute et ni pris en compte. Surtout qu'on avait des exemples autour de nous de personnes en réelle difficulté d'enfants et qu'on a eu avec des parcours de procréation assistée compliqués. Ça te demande, tu te disais, mais il faut passer par quoi après pour nous, quoi. Donc, on voyait pas on savait qu'on était dans la galère, mais on voyait pas de bout de chemin, quoi. Jusqu'à ce que t'aies, ces gynécos de ton équipe, là, qui... Oui, c'est ça qu'à un moment donné, je me dis, parce que je voulais pas du tout mêler le pro au perso. Et puis, en fait, quand on a essayé d'aller frapper, du coup, la porte en dehors de mon cercle pro, ça aurait pu prendre des années. Donc, finalement, j'ai dit, ok, je vais mettre un mouchoir dessus, puis je vais aller demander à ceux qui m'entourent et qui sont spécialisés dedans. Et là, tout de suite, ça a pris une marche, un vrai accélérateur. On a été tout de suite hyper accompagnés, des rendez-vous qui ont pu s'enchaîner, et une aide concrète à ce moment-là. C'est pas pour autant que ça a marché tout de suite, mais en tout cas, on a été accompagnés de manière très serrée, alors que avant c'était pas le cas du tout. Et donc quand votre aîné arrive, après ces problèmes de fertilité n'existent plus, vous avez plus recours à des soins? Non. C'est surprise, c'est vraiment surprise parce que moi j'ai été opérée. Ils ont fait ce qu'on appelle un drilling ovarien. Ils m'ont percé les ovaires de tous côtés parce que j'avais des problèmes d'ovulation. Mais au-delà de ça, il y avait un problème d'incompatibilité de l'air, et ça c'était le paramètre où on ne savait pas si ça allait se lever après une naissance ou pas. Donc en fait, comme nous on souhaitait des enfants rapprochés, on a décidé qu'il n'y ait pas de contraception après notre aîné, et que la nature nous donnerait, si elle le veut bien, un autre enfant derrière, quoi. Et dans le timing qu'on souhaitait en plus, c'était vraiment... Pour le coup, c'était super facile, on va dire. Finalement, enchaîné, les 3 autres sont spontanés, sans traitement médical, sans Ouais. insémination. Ouais. Et donc vous êtes devenu parent de 4 enfants assez jeunes finalement. Ouais. Ce qu'on voulait, ouais. Exact. Ouais. Le premier, alors moi j'avais 26, du coup j'ai eu 1 an de plus. Et le dernier, j'avais 31. Et alors qu'est-ce que ça a chamboulé dans votre couple, ou est-ce qu'il y a des choses qui se sont remis à ce moment-là en place, même d'organisation, de travail? Ah, ça c'est certain. De rôle en plus, parce que je dirais que on devient parent au moment où on commence à parler du rôle de parentalité, du père, autre que le pater familial, mais vraiment au sens d'acteur présent dans la parentalité. Ce qui correspondait pas forcément au modèle que moi j'avais reçu en amont. Tu veux dire, on commence dans la société à parler du rôle du père, c'est ça? Ouais, avec le rôle d'un père présent dans la parentalité, pas avec un rôle, une réelle place dans la famille, dans l'aspect éducation, dans l'aspect prise en charge, etc. Donc pas du tout ce que moi j'avais vécu pour ma propre histoire, avec un père qui est plutôt omniprésent dans son travail, et ma mère qui avait lâché son métier d'infirmière pour s'occuper de nous tout le temps, pendant que mon père bossait en tant que médecin généraliste, et on se voyait, on se croisait surtout avec mon père, donc c'était pas... Il a fallu que j'attende l'âge de 15 ans pour avoir un vrai événement avec mon père, que mon père m'emmène faire un truc avec lui, et on passe 3 jours ensemble
à tel point que ça me marque encore aujourd'hui quand j'y repense, tu vois, par rapport à cet événement. On est la génération où on remet les rôles modèles en cause, hein, c'est ça. quoi qu'il en soit. Après, je pense que ce qui a aussi fait que ça a évolué, c'est que moi, dans mon métier de sage-femme, en tout cas dans ma formation, parce que j'étais très jeune sage-femme à l'époque, c'était quelque chose dont on parlait beaucoup. La parentalité, c'était quelque chose qui me passionnait. Il y avait une forme d'équité, il y avait un accompagnement réel. Je veux dire, on faisait un enfant en couple, quoi. Il y avait vraiment cette dimension-là qui était extrêmement présente. Et moi qui m'animais et dont je parlais beaucoup avec Géraud. Là, pour le coup, c'est vrai que en termes de communication, il y a jamais de tabou, il y a jamais de barrière chez nous. Enfin, on se parle énormément, on se dit beaucoup de choses. D'ailleurs, ça me faisait rire parce que je disais toujours que c'était un peu une mini sage-femme. Il avait un peu suivi avec moi plein de choses. J'ai tout le théorie. Et ouais, c'est ça. Et du coup, effectivement, quand notre aîné il arrive, on a déjà un peu une idée de comment on aimerait l'éduquer, comment on aimerait avancer ensemble. Mais oui, ça remet énormément de choses sur notre façon de fonctionner. Après, t'as la réalité. Hein. Après, tu t'adaptes à chaque enfant, etc. C'est ça. Donc, tes plans sont pas forcément les vrais. Ton idée, ton image de parent, tu mets pas forcément complètement en œuvre, ou t'as du mal à le mettre, ou t'as du mal à te positionner, à te trouver. Je sais que j'ai pas eu de difficulté à me trouver quand ils étaient petits pour m'en occuper, échanger, donner un biberon, enfin m'occuper de petits, tu vois, la nuit quand Sandrine travaillait ou des trucs comme ça, c'était pas gênant. C'est quand ils ont été à partir du moment où ils ont commencé à être autonomes, ce qui correspondait aussi à moi avec une carrière qui commençait à changer aussi, je me suis retrouvé un peu en dilemme par rapport à ce que je voulais faire et ce que la société entre guillemets attendait de moi et ce que moi je voulais faire. Oui, parce que ce que vous m'aviez dit quand on avait échangé précédemment, c'est que finalement vous vous êtes quand même remis dans un schéma où toi, Géraud, tu travaillais beaucoup et toi, Sandrine, tu travaillais aussi, mais t'es quand même plus disponible pour les enfants, la maison, etc. Vous pouvez un peu m'expliquer comment finalement cette dynamique s'est remise en place sans presque que vous en rendiez compte? Ouais, complètement. Moi, c'est vrai que de par mon métier, j'étais en garde en milieu hospitalier. Et donc, du coup, je faisais des gardes soit de jour, soit de nuit, ce qui me permettait d'être quand même très présent pour mes enfants. Et moi, j'avais toujours souhaité, alors c'était un choix de ma part, hein, mais de partager le maximum de temps. Mais même si j'étais à temps plein, en réalité, donc je faisais ma garde de 12 heures, donc 12 heures effectives, hein, donc ce qui fait que je partais vers 7 heures du matin et que je rentrais vers 21h30, même parfois au-delà. Donc ça, c'était ma garde de jour. Et puis, la nuit, c'était la même chose, mais à l'envers, 7 heures du soir jusqu'à 8 ou 9 heures du matin. Et les seuls moments où je les faisais garder, c'était après ma nuit. Pour que je puisse me reposer un peu. Et tout le reste du temps, en fait, je les gardais. Et donc là, c'est là, je pense que ça... Ouais, je pense qu'on se rend pas compte. Et moi, je les gérais quand même beaucoup. J'étais fatiguée. Géraud travaillait beaucoup. Donc, les jours où j'étais à la maison, il pouvait rentrer aussi à 21h, 22, même parfois au-delà. Et avec des petits. Et donc ça, c'était vraiment difficile. En fait, on était tout le temps la tête dans le guidon, l'un et l'autre. Ouais, moi j'étais loin. J'avais toujours au minimum une heure, voire un peu plus de trajet pour aller travailler. J'étais toujours de l'autre côté de l'Île-de-France. Et puis moi j'étais un jeune cadre et tu sais, c'est la blague habituelle de cette culture toxique qui a tu pars à 18h, tu prends ton après-midi quoi. Donc t'enchaînes, tu fais tes heures et puis et en fait tu comptes pas tes heures. Et puis quand tu t'es enchaîné ta journée, tu t'es enchaîné ton transport et ça a été c'était un enfer. Au départ avec les transports, au départ c'était la voiture, puis après c'était les transports en commun parce que j'étais encore ailleurs. Et tu reviens, t'es rincé. Après c'était la moto, donc tu gagnes du temps, mais t'es sur les nerfs quand tu rentres à la maison. C'était pas forcément le top de l'organisation à ce moment-là ou en tout cas du rôle de père que j'aurais souhaité avoir. Et c'est vrai que des fois ça
enfin, ça pouvait générer des frictions dans le couple à cause de déséquilibre, en fait. Tu vois, c'est que c'est vrai. je partais, Sandrine se levait, prenait les enfants, allait déposer les enfants à la maternelle, revenait avec le dernier dans sa poussette, et elle me voit pas partie, mais en fait, moi, j'étais déjà dans ma bulle de travail dès le matin où je m'étais réveillé. J'étais déjà dans mes mails, j'étais déjà dans mes pensées, dans mes trucs, et j'allais prendre la moto et j'attendais que le trafic baisse un tout petit peu juste pour. Ouais, c'est drôle que tu racontes cette anecdote parce que justement, et d'ailleurs que tu le prennes sous cet aspect-là, parce que c'est pas comme ça que qu'on l'a présenté. Non. C'est-à-dire qu'en réalité, du coup, Géraud rentrait super tard. Moi, j'étais vraiment fatiguée parce que je me retrouvais à gérer 4 petits. Faut quand même imaginer qu'entre le nouveau-né et l'aîné, il y avait 5 ans d'écart, donc il y avait 2 au milieu. Et du coup, moi, j'étais vraiment fatiguée. Il rentrait super tard. On n'avait pas de temps ensemble. Et donc, à un moment donné, je lui dis, OK, mais tu pars un peu tard le matin. Peut-être que tu pourrais partir plus tôt. Et toujours très volontaire, hein. Aucun problème. Il veut bien. Il me dit qu'il va partir très tôt. Donc, finalement, je me lève également très tôt. Je prépare les 4 et puis je pars avec les 4 à l'école. Donc, effectivement, l'école n'était pas loin, donc c'était en poussette. Et je reviens avec mes 2 plus petits qui, eux, n'étaient pas à l'école et Géraud n'était pas parti. Ouais. Donc là, j'avoue que moi, c'était des moments où j'étais fâchée, où je trouvais qu'il avait pas un peu respecté l'engagement qu'il avait pris. Et effectivement, ça a pu être des moments de friction et de tension. Il y avait besoin de réajuster, quoi. C'est ça qui est dingue, c'est que je pense que à l'heure d'aujourd'hui, on le ferait complètement différemment. On se poserait autour d'une table en se disant, OK, comment on peut faire pour améliorer un peu cette condition parce que là, en fait, finalement, on était tous les deux épuisés, un peu... et en même temps, on voulait passer des bons moments avec nos petits. Moi, j'essayais toujours de créer des souvenirs et quand je les avais la journée... de faire qu'il y ait des moments super fun ensemble. Donc là, l'équilibre, le fameux équilibre vie pro, vie perso, et dans la vie perso, j'entends vie de parent, vie de couple, il était pas du tout, il était pas du tout là. Il était vraiment moisi. Il était sous tension, ouais. Non, il y avait des phases comme ça dans notre couple. Je me souviens, les 3 ans, ça a été un moment de tension, de charnière. On n'avait pas encore les 7 ans de notre couple aussi. Ça a été un moment où on a traversé un peu un plateau. C'était un peu compliqué. Après, avec les enfants, une fois que les enfants étaient nés et que on a commencé aussi à avoir de la friction sur comment interagir avec les enfants, comment interagir avec les problèmes de nos enfants aussi. On n'avait pas des visions identiques. On n'avait pas forcément le même background. Ça a une approche plus douce. Moi, j'ai une approche, je pouvais avoir une approche plus marche ou crève par moment, plus quoi. Frontale, ouais. Plus frontale, oui, on va dire, c'est ça. Il y a un moment, c'est pas le gamin qui commande, c'est le parent, tu vois, une vision très tranchée, on va dire, très conservatrice pour le coup, alors que c'est marrant, en termes d'éducation, Sandrine a une éducation très conservatrice, et moi, j'avais une mère très conservatrice, et un père plutôt très progressiste sur certains trucs. Mais plus il a vieilli, plus il est devenu conservateur. Et alors, dans ces moments-là de justement où vous arriviez pas à avoir cet équilibre entre tous les rôles que vous deviez assumer, comment ça se passait quand il y avait des frictions? Vous disputiez ou c'était plus des choses que vous gardiez pour vous? Comment ça se matérialisait ce déséquilibre justement? Non, je pense que on a pu se disputer quand même un paquet de fois. Ouais, c'est sûr. En fait, tu gardes dans ton sac jusqu'à ce que ça explose en fait, et puis quand ça explose, ça fait et puis après, on se disputait beaucoup, mais qu'on arrivait toujours à se retrouver, quoi. Ouais. Et parce qu'on arrivait à échanger. Et effectivement, sur cette éducation, le pire, je pense que c'est que on avait énormément discuté en amont sur cette éducation. Que j'avais un peu cette vision très à l'écoute de l'enfant, en lui laissant sa place. Quand on en discute, Géraud est complètement OK sur le principe. Et puis, dans le feu de l'action, voilà, il y a la spontanéité qui revient et qui n'est pas nécessairement juste. Et ça, moi, ça
Ça, c'est un truc qui peut me fâcher énormément parce que, ouais, mes enfants, ils sont tout pour moi. Non, on touche pas les enfants, non. C'est pas des enfants rois, c'est pas du tout ça. Mais je suis vraiment à l'écoute et en tout cas, on peut pas leur faire de mal, ouais, ça c'est sûr. Maman Lyon. Ouais. Et alors, comment vous discutiez justement? Comment vous arriviez à vous retrouver dans ces moments-là? On prenait des temps, hein. Ouais, on prenait des temps, c'était chaud. Mais c'était souvent après les disputes. On pouvait arriver très très fort dans les disputes et puis après on arrivait à se poser et se dire non, en fait c'est pas normal. Et je pense que ce qui nous aidait énormément, c'est qu'il y avait toujours cette flamme qui s'éteignait jamais en fait. Et on était d'ailleurs parfois il pouvait terriblement m'énerver et il suffisait qu'on se regarde pour que ça s'apaise et que ce soit éteint et de se dire ouais non mais là non, en fait on n'a pas envie de tout gâcher, on va se parler et on arrivait à se parler. Vraiment. Il y a eu un moment en 2008, ça a été plus compliqué. Je pense que c'était au paroxysme pour moi en termes de pression et d'incapacité à faire face à l'ensemble des pressions extérieures qui étaient sur ma pression professionnelle, pression à la maison, dans le couple, ou avec les enfants, ou avec la famille, enfin. Et j'en avais de partout et j'étais submergé. Et, ouais, ça a été le moment où dans ma vie ça a été compliqué. Je suis allé chercher de l'aide à l'extérieur parce que c'était, je me noyais dans mon manque d'expression ou mon manque d'expression se transformait par des colères ou de la violence. Et ça a été des étapes difficiles qui ont marqué notre vie, qui ont marqué notre couple d'ailleurs. Ça a été un moment de prise de conscience qu'il fallait qu'on retrouve aussi un moyen de communiquer, que je trouve un moyen de communiquer autrement, et qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas à ce moment-là. Et je pense que, très honnêtement, il n'y aurait pas eu, comme dit Sandrine, il n'y aurait pas eu cette flamme, il n'y aurait pas eu cet amour entre nous, qui nous animait et nous consumait, ça aurait pu marquer la fin de notre couple à ce moment-là. Si on n'était pas capable de croire que les choses pouvaient se recalibrer, se réaligner avec une volonté, de l'un et de l'autre pour apaiser les choses et pour essayer surtout de prendre conscience que quand on communiquait dans des plans, on était sur des plans qui étaient même plus parallèles, qui étaient complètement divergents, et d'essayer de remettre, de réorienter nos plans de communication, de s'assurer que quand on communiquait, on était bien dans le plan de l'autre, qu'on était capable de se comprendre, ou de se faire entendre déjà, avant de se faire entendre, puis après de se faire comprendre et de pouvoir exprimer ce qu'on ressentait. Ça a été la clé, je pense, de ce qui nous a permis de remettre en place une communication de qualité et puis surtout de s'enraciner sur ce qui nous rapprochait plutôt que ce qui nous différenciait à ce moment-là, et puis de travailler justement sur chacun notre côté sur ce qui nous différenciait pour essayer de gommer ce qui nous cassait les pieds au quotidien, parce qu'il y avait c'était des fois c'était des tout petits riens. Dans un couple, on reste deux humains à part entière, différents, avec nos caractères, nos personnalités. Le tout, c'est de s'ajuster. Je pense qu'aucun couple dure en croyant que c'est facile. On a constamment des choses à réajuster. Et donc, quand vous dites que vous avez cherché de l'aide extérieure, vous êtes allés voir quelqu'un tous les deux, c'est ça? Vous êtes allés voir un psy, oui. Un coach? Comment ça s'est passé? On est allé voir une psychologue pendant pas beaucoup de séances. Hein. Non, pas tant que ça, parce que finalement, on s'y retrouvait pas. On n'avait pas l'impression que ça nous aidait à avancer. Il y a un moment donné, on sentait une forme de parti pris de la part de la psychologue. Et donc, on a décidé ensemble d'arrêter. Oui, j'ai vu un psychiatre, moi. Et puis, ouais. Bon, après, chacun peut être aussi dans ses blessures. Je veux dire, je pense que chaque humain a des choses à vivre, mais ouais, je pense que chacun de notre côté, il y avait des choses importantes qu'on n'avait pas été cheminées plus loin. C'est ça. Moi, c'est ce qui m'a permis. Après, donc moi j'ai fait un burn-out. Après, ça c'est plus tard. Hein, déjà, les enfants sont déjà plus grands.
Et pour moi, c'est le démarrage de tellement de choses. Finalement, ce burn-out, je pense que c'est la plus grande chance de ma vie maintenant. En tout cas, c'est vraiment comme ça que je le vois. Parce que du coup, en 2008, donc toi, Géraud, tu as cette prise de conscience que tu as des choses à travailler, donc tu vas voir ce psychiatre. Ouais. Donc là, les choses déjà évoluent un peu entre vous. Vous arrivez à mieux communiquer, c'est un peu plus apaisé qu'avant. Oui. Ça pèse quand même, ouais. Ça a permis surtout, enfin, en tout cas de mon côté, parce que ça m'a permis aussi de régler les problèmes que j'avais de mon côté, que je me trimballais depuis un bout de temps, et que autant j'avais conscience des difficultés que Sandrine pouvait avoir et de ce qu'elle trimballait avec elle, autant moi j'avais pas conscience de ce que je trimballais avec elle, ou j'en ai peut-être une petite conscience, mais pas la globalité. Et en fait, c'est tout ce travail que j'ai fait avec ce psychiatre qui a été vraiment extraordinaire. C'est difficile de trouver un bon praticien déjà pour pouvoir t'accompagner, parce qu'il y en a pas beaucoup. Et puis dès qu'on dit psychiatrie, oh mon Dieu, tout le monde dit les médicaments, machin, la camisole, mais c'est pas du tout ça. Et ça a été, j'ai eu la chance d'avoir un professionnel de santé qui m'a accompagné vraiment de manière libératoire. Et donc du coup, ça a changé. Et entre du coup 2008, 2018 jusqu'au burn-out de Sandrine, on a réussi à avoir une vie plutôt équilibrée. Alors, on a deux autres enfants. On a deux autres enfants. On a changé de maison. J'ai changé de travail. Ouais. T'as changé 2 fois même. T'as changé. Toi, t'as eu t'as la possibilité de te mettre en libéral. Donc tu vois, il y a eu aussi des étapes de vie qui se sont mises en place de manière différente. Et puis oui, jusqu'à ce que en fait en 2018 ton burn-out pour le coup te rattrape par ton côté pour te dire que toi c'était trop plein aussi de toi et qu'il y avait quelque chose qu'il fallait réajuster encore. Et c'est là où t'as été à travers ta difficulté, j'ai pu être, je pense, être un soutien, j'espère. Mais surtout, toi, t'as été un modèle pour moi de résilience, et je pense que ça a encore plus, je pense que ça a donné encore un nouvel élan, un coup de boost à notre couple aussi à ce moment-là. Parce que toi, Sandrine, c'était un burn-out de quoi, lié au travail uniquement ou à la vie globale que tu avais à ce moment-là? Alors effectivement, il y avait le travail parce que j'avais décidé de passer. J'ai eu des événements dans ma carrière qui ont fait que j'avais fini par prendre un mi-temps en congé parental, et ce mi-temps me permettait de travailler uniquement 2 jours, ce qui était pour moi absolument salvateur parce que cette alternance jour-nuit, c'était absolument épuisant. Et en réalité, quand mon congé parental s'est achevé, j'ai demandé au milieu hospitalier où je travaillais de rester en mi-temps 2 jours, ce qui m'a été refusé. Et là, en gros, elle m'a dit que je pouvais passer en mi-temps de nuit, enfin, ouais, tout ce que je ne souhaitais pas avec 4 jeunes enfants. Et donc, la solution pour moi, ça a été de me mettre en libéral, mais c'était quelque chose que je souhaitais depuis longtemps, donc j'étais plutôt contente dans ce projet-là. Mais finalement, je travaillais toute seule, j'étais dans un cabinet toute seule. Je pense que j'avais une grande conscience du soin et j'étais extrêmement dans l'accompagnement. Je pense que dans le soin, on peut parfois être on a un peu le syndrome du sauveur aussi, et finalement, je donnais un temps colossal à mes patientes, et en même temps, dans ma tête, j'avais mes 4 enfants avec je dois emmener à la danse, je dois emmener au sport à droite, à gauche, je dois gérer les devoirs, je dois faire tel anniversaire. Enfin, donc ma tête était trop pleine, et comme je travaillais toute seule, il y a eu des semaines où je travaillais 7 jours sur 7. Alors certes, c'était pas des journées de 8 heures, mais enfin même le dimanche matin, je partais faire 2-3 visites à domicile. Et finalement, je pense que c'est ça. J'étais épuisée. Et puis finalement, c'est dans le jardin. Je me suis pris. En fermant une porte de placard, je l'ai fermée dans mon pied, et je me suis cassé l'orteil, et j'étais toute seule à la maison avec les 4 petits. Et en réalité, cette fracture de l'orteil que je me suis faite, j'ai jamais réussi à retourner au travail. Je me suis vraiment effondrée. Et là, on se reconnaît pas en fait, parce que plutôt quelqu'un de toujours hyper volontaire, énergique, etc. Et là,
Là, Géraud était lui-même obligé de m'emmener chez les médecins parce que j'étais incapable de faire quoi que ce soit. J'étais incapable d'aller moi-même chez le médecin. Voilà. Donc ça c'est le début du burn-out, cette fracture bête du pied, mais je pense qu'il n'y a jamais de hasard. Parce que du coup là tu te retrouves en mode le fameux burn-out comme on en a l'image d'Épinal, c'est-à-dire zombie, tu peux plus rien faire. C'est ça, t'es à plat quoi. Vraiment à plat, ouais. À plat. Et en même temps, je pense que jamais je me vois dans le canapé. Jamais. En fait, je continue à faire ma vie de famille, en tout cas, avec une incapacité à aller au travail. Ça me générait un stress, une pression, trop de choses à voir, à gérer. J'étais incapable jusqu'à ce que l'année suivante, je décide d'arrêter. Toi, Géraud, tu l'as vécu comment de voir Sandrine comme ça, puis potentiellement aussi ça a impacté, j'imagine, votre organisation, même votre vie, je veux dire votre équilibre économique, etc. Comment tu as Alors réagi? La chance que j'ai eue, c'est que c'est arrivé. Je venais de prendre après ma prise de poste chez Ricoh, où j'ai pris un poste global. Beaucoup de flexibilité dans mon agenda par rapport à ma charge de travail, ce qui a commencé à changer après 2019. Bon, là, ça s'est retendu, mais jusque-là, ça m'a permis d'avoir du temps pour Sandrine. La partie financière, ça a été un moment compliqué de stress parce que les assurances n'ont pas voulu prendre en charge l'accident de Sandrine au niveau prêt bancaire, etc. Ça a été une vraie merde à gérer ça derrière. Donc il a fallu qu'on supporte tout pendant d'un seul côté. Et puis surtout, c'est que, mais ça encore, je dirais que c'est correctement annexe. C'est une source de problème que tu peux avoir dans ta tête, mais c'est pas le problème. Moi, mon problème, c'était que j'avais Sandrine en grande détresse devant moi et que tu sais pas comment faire pour l'aider, quoi. Tout ce que tu peux essayer, c'est apporter du soutien, montrer que t'es présent, montrer que tu peux aider, mais quoi que tu cherches à dire, à faire, tu vas taper à côté, parce que t'es pas dans le ressenti, tu sais pas ce que l'autre vit, tu ne peux que estimer ce qu'elle ressent, et est-ce que t'es vraiment câblé de la même manière? Non, surtout. Puis là, je pense que là, il y a une vraie différence qui s'établit entre hommes et femmes, pour le coup, un peu, dans ce que dit Tom Levende, bah, sur les hommes de Mars et de Vénus, et les femmes de Vénus, c'est un peu ça, dans la partie ressentie. T'essayes de porter, dès qu'il y a un plus, tu le prends, dès qu'il y a un moins, bah, tu laisses la place, et puis t'essayes de ramener à une condition pour espérer un plus. Ouais, après, c'est dur de voir son partenaire, quoi, de vie effondré comme ça, quoi. J'étais proactive, c'est-à-dire que moi, j'avais décidé que de toute façon, j'irais mieux et que j'allais mettre en place tout ce qu'il fallait pour que ça aille mieux. Donc, et je voulais surtout pas de médicaments. Rien pris absolument aucun médoc, rien discuté prescrit. Du coup, je suis allée voir quelqu'un qui m'a énormément aidée. Et finalement, je pense que là, c'est comme une table rase de ma vie où cette personne m'a énormément aidée à reprendre, à voir en tout cas ma vie autrement, ma vie de famille au sens plus large, fratrie, parents, autrement. Et moi, ça m'a fait énormément de bien, mais ça met beaucoup de temps à se reconstruire, ouais, c'est sûr. Et en même temps, le socle, pour moi, il est maintenant infiniment plus solide. Parce que du coup, tu dis que tu fais table rase, donc tu remets en question ton travail, ça c'est assez clair. Mais est-ce que tu remets aussi en question votre organisation familiale, voire même votre couple? Comment ça se passe? Je remets pas en cause mon couple, parce que Géraud a été hyper accompagnant, pour le coup. Il a une forme... Géraud, il a une forme d'amour inconditionnel envers moi. Je suis pleine de gratitude pour ça. Je veux dire, il a toujours hyper confiance dans ce que je suis capable de faire, infiniment plus que moi d'ailleurs. Et il garde ça constamment. Donc c'est hyper soutenant. Quand on va mal, en fait, l'autre jamais il te dit que t'es plus bonne à rien et que non, jamais. Ça reste fort, ça reste soutenant. Il y a pas de jugement. Il y a pas de jugement de sa part.
Mais il y a quand même, vous m'aviez dit, une évolution un peu à deux vitesses, c'est-à-dire que toi, Oui. tu remets tout un peu en question et Oui. j'imagine, dans ces moments-là, on lit beaucoup, on regarde des émissions, on écoute des podcasts, etc. Et l'autre à côté, ne vit pas du tout la même chose. Donc, comment ça s'est passé? On va pas à la même vitesse, c'est vraiment ça. Et ça, c'est dur, en fait, effectivement. C'est dur, mais j'en ai conscience. Donc, ça me permet quand même de vivre avec du détachement. Et je lui verbalise régulièrement. Je lui dis, en fait, tu peux plus fonctionner comme ça avec notre vie actuelle. Donc, c'est... Voilà. Mais il me rattrape régulièrement. Il me rattrape, mais ouais, c'est des moments de couple qui sont hyper durs quand il y en a un qui ouais. Faut dire que tu as une façon de motiver aussi pour te rattraper qui est assez particulière quand même, qui est propre à toi. Non, C'est de mais dire que c'est qu'à un moment donné, si on peut plus être sur la même ligne et sur la même longueur d'onde, euh, accepter que chacun fasse son chemin. Mais alors, il y a je le verbalise, mais je le pense pas. Alors, il y a un peu de. C'est-à-dire expliciter parce qu'on a du mal à voir. Ça veut dire quoi? En fait, moi, je lui dis à un moment donné, effectivement, moi, j'ai énormément cheminé et c'est très difficile de le voir d'ailleurs de manière concrète, mais je veux dire, je suis beaucoup plus en paix avec mon histoire du passé qui a pu être douloureuse. Donc, j'ai plus d'animosité ou de colère envers ces personnes avec qui j'étais potentiellement en colère. Et Géraud maintient une forme de colère. Donc, j'accepte plus quelque part cette forme de colère. Je lui dis finalement, tu sais, la colère, c'est à nous qu'elle fait du mal, pas aux autres. Donc c'est plutôt dans ce sens-là où moi je me sens hyper en paix sur plein de chemins et que maintenant en fait si on me dit des choses qui me déplaisent, je vais savoir me positionner et dire bah non, ça c'est pas OK pour moi, mais avec toute bienveillance et respect envers l'autre, mais en tout cas dire que c'est pas OK. Et Géraud peut rester un peu parfois un peu plus punchy et du coup c'est là que je lui dis non, je suis pas d'accord. Géraud, il se tortille depuis tout à l'heure. Il lève les yeux au ciel. Il y a le non-verbal qui parle beaucoup, mais dans un podcast, ça parle pas trop. Non, elle a une façon aussi de motiver les choses. C'est-à-dire que bon, maintenant, on avance. Moi, j'ai vachement avancé, toi, t'es vachement à la traîne, on se comprend plus, on n'a plus rien à faire ensemble. C'est la fin de notre couple, faut faire un constat. Et là, ça me motive. Mais c'est quoi ces conneries? C'est pas possible. Donc effectivement, des fois, ça donne un coup de stick et du coup, ça me fait aussi avancer pour rattraper, tu sais, l'élastique, tu vois, et on se remet en parallèle. Et par contre, quand il y a des moments où elle me dit ça et que je dis non, stop, c'est bon, j'en ai marre de ces conneries, ça me gave, t'as peut-être raison, faut que ça s'arrête. Là, ça crée un espèce de vide d'air et qui nous amène à positionner les choses de manière beaucoup plus concrète ensemble, posée. Alors généralement, ça va avec un clash, ça va avec ce que tu veux comme relation conflictuelle sur bien souvent un épisode. Puis alors généralement, la cause de ce truc-là est vraiment tout à fait mineure. Hein. Donc, on arrive à se repositionner, à rediscuter et à convenir d'un commun accord que, on est fait pour rester ensemble parce qu'on s'aime. Et donc, du coup, on continue à avancer et à reprendre le chemin ensemble. Et on réaligne ce qui était en divergence. Et finalement, on arrive à une période de notre vie où là, on se dit, on avait quand même, tout à l'heure, tu me demandais un peu notre avenir. Et quand on est sortis tous les deux des études, on avait très envie d'aller vivre à l'étranger. Simplement, moi étant sage-femme, quand on sort de l'école, on a encore beaucoup à apprendre et à voir et à expérimenter. Et je me voyais pas partir, c'était pas le bon moment. Géraud étant ingénieur, c'était beaucoup plus facile pour lui d'aller à l'étranger. Donc là, on n'était pas en phase. Mais donc finalement, dans ce parcours de vie, là, au moment après mon burn-out, je commence à aller mieux. Alors je sais pas ce que je vais faire, mais je vais beaucoup mieux. Je vais infiniment mieux. Et là, on commence à se dire, nos projets de départ. Enfin, c'est assez moi le moteur, mais
on pourrait peut-être finalement réenvisager ça. Et c'est là qu'on commence à concrétiser, hein, en réalité. Et là, on s'est dit, ouais, bah, c'est le bon moment. Moi, j'avais plus d'attache professionnelle. Géraud, il pouvait encore peut-être se réinventer ailleurs. Et c'est là qu'on a commencé les démarches pour partir. Ce nouveau départ et cette nouvelle installation, est-ce que vous avez du coup fait un peu comme une feuille blanche après là toutes les étapes que vous aviez passées, ou c'était déjà complètement apaisé? Non, c'était apaisé. Je pense qu'on est parti plutôt apaisé. Ouais. Et au contraire, bien apaisé. En fait, on partait pas dans un système de fuite, pas du tout. On partait pour un choix. Géraud, effectivement, était suivi par son boulot. Donc ça, c'était une grosse aide. Et on arrivait, il y en avait au moins un des deux qui avait un travail. Et je pense que nous, on était complètement en paix. Toutes les étapes là dans lesquelles vous étiez passé, vous ont renforcé à ce moment-là. Vous diriez que ça c'était plutôt derrière vous et que là c'était plutôt un moment d'apaisement. On était complètement apaisés. Nous deux, comme je disais tout à l'heure, on discute toujours énormément et ça on l'a renforcé parce que maintenant on discute avec beaucoup de paix. On va souvent faire des marches et c'est toujours un moment pour remettre plein de choses à plat et échanger beaucoup. Et on arrive complètement à dialoguer avant de se dire qu'on a un désaccord. C'est ok, ouais, bah là peut-être que je suis pas d'accord avec toi sur ta façon d'agir ou de faire, ou qu'est-ce qu'on peut réajuster. Et ouais, qu'on est complètement en paix. Et heureusement, parce que c'est beaucoup de chamboulements. Quand on arrive dans un nouveau pays, on est 6 ados qu'il faut accompagner, c'est pas évident non plus. Mais c'est intéressant parce que de ce que je ressens de notre échange, c'est que ça a duré longtemps en fait avant que justement il y ait cet apaisement où vous pouviez vous parler, être sur le même plan, discuter en paix. On pourrait se dire quelquefois, bon bah ça marche pas, on a des soucis de communication, on baisse les bras. Et en fait, vous avez mis pratiquement, je sais pas, à 20 ans, 25 ans, alors avec des périodes bien sûr, mais c'est... Qu'est-ce que vous en dites? Bah, moi, je dirais oui et non, parce que il y a toujours eu plein de moments, même au milieu des tensions, où on arrivait à se retrouver. Il y a toujours eu, mais énormément de moments de qualité. Et même on est, je te disais ça à la fois quand on échangeait, on peut être très câlins tous les deux. Et souvent après une moment de tension, on va se prendre dans les bras et ça va complètement apaiser. Donc je dirais que oui, il y a eu pas mal de moments de tension, mais c'était pas non plus l'essentiel de notre vie. C'est comme des moments charnières un peu comme ça. Il y a eu aussi quelque chose qui fait qu'on a toujours été très complices et très connectés. Le nombre de fois on s'est dit à quoi tu penses ou à quoi on va parler d'un truc et en fait on est en train de penser exactement la même chose, à la même chose au même moment, qu'on soit dans la même pièce, dans la même maison, qu'on soit chacun de notre côté au travail, dans des villes différentes ou des pays différents. Et il s'avère, tiens, je pensais à ça, c'est marrant, je pensais à la même chose à ce moment-là, j'avais la même idée en tête, etc. Et il y a ça, c'est cette connexion, je pense aussi, qui s'explique pas. C'est-à-dire que t'as rien de rationnel, c'est pas la communication qui fait qu'on est connecté, c'est pas non, il y a un lien invisible depuis le premier jour qui nous lie. Est-ce que ce lien fait aussi élastique, c'est-à-dire qu'à travers les dissensions, quand on se perd, est-ce qu'il nous rapproche, est-ce que quand on est quand les moments on va se télescoper, il remet un peu de distance, je ne sais pas te répondre parce que c'est complètement immatériel, impalpable, etc. Mais c'est quelque chose qui pour moi rend aussi ma relation avec Sandrine d'exceptionnelle et de vraiment spécifique. C'est pour moi, je la qualifie, c'est mon âme sœur d'un autre côté. C'est-à-dire que tu vois, on n'a pas besoin forcément toujours de mots pour se comprendre. Il y a des moments où on a besoin de beaucoup de mots pour se comprendre parce que c'est compliqué, mais sur l'essentiel de la vie, des actions, des choses qui sont de l'ordre presque du réflexe, tu vois, quelque chose qui se commande pas. C'est comme quand on tape sur on tape sur le genou et ta jambe elle part. Voilà, c'est comme ça. Il y a quelque chose d'impalpable entre nous qui rend cette relation aussi
pour moi extraordinaire. Je vois ce que vous dites. Il y a quelque chose, je trouve, qui est un peu inexplicable quelquefois, et c'est même dans la peau, dans l'odeur, comme vous disiez tout à l'heure, le regard. Et en fait, c'est assez évident de reconnecter, même quand on s'est disputé ou. Et qui plus est, même que dans nos moments de tension, en réalité, sur l'instant, c'était un moment de tension, et sur le fond, on était à 2000% d'accord. Donc c'est ça qui était toujours un peu cocasse, c'est que on pouvait être un peu en conflit, et en fait sur le fond, quand on se pose et qu'on met les mots, on est d'accord. Merci beaucoup pour vos témoignages, parce que il est très riche, je trouve, de différentes étapes, de différentes épreuves, que ce soit sur le début avec la famille, après sur le moment où vous avez entendu des enfants, passé longtemps, et après sur ces fameuses remises en question personnelles. C'est beau de voir qu'on peut évoluer comme ça autant de fois, autant de temps, et qu'en fait, dans une même relation qui dure 30 ans, il y a plusieurs étapes et qu'il y a des évolutions. Ouais, c'est exactement ça, effectivement. On n'est forcément pas la même personne à 15 qu'à 45. Et donc, faut réussir à cheminer, à avancer ensemble en continuant de se donner la main. Ah, et puis c'est pas fini. Merci à Sandrine et Géraud pour leur témoignage sans filtre. Leur histoire nous rappelle qu'un couple qui dure, ce n'est pas l'absence de crise, mais c'est surtout la capacité à la traverser ensemble, à se remettre en question, à réinventer le nous et à réapprendre à communiquer. Dans un prochain épisode, on ira encore plus loin sur ce thème essentiel qu'est la communication dans le couple. Pour ne rien manquer, abonnez-vous dès maintenant au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si cet épisode vous a touché, je vous invite à le partager autour de vous, à laisser un avis ou à me rejoindre sur Instagram @ensemble.podcast pour continuer à en discuter. Merci d'avoir écouté et à très bientôt dans Ensemble.